L'autonomisation de la femme en milieu rural, c'est l'objectif que s'est assigné la nouvelle Fédération des femmes de Bayota dans le département de Gagnoa. Ces femmes sont membres des associations productrices de vivriers. Et pour parler d'une même voix, elles ont décidé de confier la gestion de cette fêtière à une des leurs. Solange Olilo, la nouvelle fédérale s'engage à œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des 3860 membres de cette fédération. Nous cultivons ici le riz, manioc, piment, igname. Nous avons besoin d'aide. Nous cherchons les ONG pour venir nous aider. Nous les femmes, nous voulons être autonomes nous-mêmes, nous voulons apprendre à pêcher nous-mêmes. La femme est le pilier de la famille. Si elles ne sont pas autonomes, il n'y a pas de famille. Je veux que cette fédération démontre que les femmes de Gagnoa, les femmes de Zédi, les femmes de Ouagadougou, les femmes de Bayota, c'est des femmes courageuses. Il faut qu'elles s'attendent, il faut qu'elles travaillent, elles soient courageuses, il faut qu'elles soient financièrement autonomes. C'est mon combat aujourd'hui, l'autonomisation de la femme. La mise en place de cette fédération leur permettra de mieux s'organiser, d'améliorer leur rendement agricole et surtout servir d'interlocuteur auprès des structures de financement. C'est une tâche très importante dans laquelle il va falloir l'encourager. Adresser des courriers d'information sur la fédération qui existe désormais au ministère de la Solidarité et à certaines fondations, à certaines ONG. Au cours de cette cérémonie, dans le village de Bayota, ces femmes ont sollicité la construction d'un château d'eau afin de résoudre les difficultés liées à l'acquisition de l'eau potable. Boyo, déformation de bonjo en langue locale, signifiant maître trompeur ou rusé, est un village 6 à 5 km d'Okuto, chef-lieu de département dans la région de la Bagoué. Dès les premières heures de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, ce village opte pour l'union de ses fils et filles afin de relever les défis de développement à travers la mise en place d'une mutuelle. Les résultats sont visibles, entre autres, 3 écoles aujourd'hui, la mise sous tension du village et même l'adduction d'eau venue de Couteau. Cependant, ces 2 dernières infrastructures ne desservent seulement que l'entrée du village. Le compteur qui est ici alimente des maisons qui sont à plus d'1 kilomètre d'ici. Et ça passe au-dessus de certaines cases. C'est dangereux. Les branchements anarchiques, utilisés comme solution pour alimenter les autres secteurs du village, donnent des résultats non à la hauteur des attentes des populations. Donc, quand vous arrivez la nuit, au fond là-bas, vous avez l'impression que c'est des bougies. Parce qu'avant d'arriver là-bas, la lumière est déjà très faible. On n'arrive pas à étudier dans la nuit, dans le village. On est obligé d'étudier avec des torches, ou soit des lampes, ou des bougies, souvent. Donc ça fait que, bon, vraiment, ça fatigue un peu des élèves. 2 ans après l'accession de Salimata Diarra Dambélé à la tête de la mutuelle, les questions liées à la cohésion sociale, à l'assainissement du village et l'extension de l'électricité et de l'eau, qui sont des priorités, commencent à voir le jour. Les poteaux électriques et les piquetages sont visibles, faisant naître beaucoup d'espoir. On a constaté qu'il y a les poteaux. À l'école, on aura la lumière, ça va nous permettre d'abord de pouvoir étudier. Toutefois que le ciel est sombre, souvent dans les classes, on a l'obscurité, on n'arrive pas à étudier, et à faire les cours. Et aussi, nos parents qui ont bien l'envie d'apprendre à lire et à écrire, nous sommes très partants, on pourra les aider à apprendre à lire et à écrire. C'est la nuit, ils ont le temps. J'ai vu le courant, j'ai content. La présidente de la mutuelle de développement du dit village, quant à elle, est reconnaissante au président de la République et son gouvernement. Grâce à Dieu, grâce au président Alassane Ouattara et grâce aujourd'hui au nouveau premier ministre Ahmed Bakayoko, il n'est pas en reste des actions de développement menées dans toute la Côte d'Ivoire. Et nous tenons à dire merci, grand merci à tous nos dirigeants qui, même dans les pleins fonds de la Côte d'Ivoire, arrivent à faire fleurir cette fleur qui donne la joie à nos populations. Boyo ne compte pas s'arrêter à ses acquis, mais user de toutes les stratégies pour renforcer la cohésion sociale, œuvrer de tout son poids pour l'extension du lotissement afin d'avoir un village où il fait bon vivre. La forêt sacrée de Gbèpleu et ses singes sacrés. Ce site de 8,4 hectares est considéré comme l'âme de la ville de Mans. Plusieurs légendes sur l'histoire de la forêt sacrée
L'origine des singes sacrés et l'histoire du peuplement de la ville de Mans sont rapportées par les villageois. Ici n'a toujours pas été une forêt. D'abord, c'était le marché du village de Gbeplu. Gbeplu parce que le fondateur s'appelait Gbé. Tous les petits villages qui sont autour de la ville actuellement venaient faire leur marché. Mais il arrivait un moment où il y a des humains qui venaient au marché, on ne les voyait pas venir, on ne les voyait pas partir. Toujours les premiers à venir et les derniers à partir. C'est là l'un des féticheurs du roi lui dit un matin, l'endroit que vous avez pris pour en faire un marché, ce n'est pas un marché, c'est un lieu sacré. Vous vivez avec les génies de vos ancêtres et personne ne prête attention. Moi, je suggérerais que vous quittez ce lieu-là. Le marché ainsi délocalisé, la forêt s'y est implantée avec les singes. Puis arriva l'époque des razzias des armées de Samori Touré. Avant même que ce conquérant n'atteigne le village, le roi est allé l'affronter pour le repousser. Affaibli après cela et en quête de prospérité pour son village, le roi consulta son féticheur qui lui recommanda de sacrifier une jeune fille vierge à l'intérieur de la forêt. Il n'a pas eu d'autre choix que d'offrir sa propre fille prénommée Manlo en sacrifiant. C'est comme ça qu'ils l'ont enterrée vivante. C'est après le sacrifice maintenant que la forêt est devenue sacrée. Les saints qui sont là sont les génies protecteurs de la ville qui est là. Ce sont les génies de nos ancêtres, on ne les tue pas. Le nom de Mans est donné à la ville en hommage à la jeune vierge sacrifiée. Et la ville s'est développée jusque dans son état actuel. Bref, de nos jours, ce site est devenu un fleuron touristique majeur du pays. Je suis venue chez ma tante passer les vacances. Maintenant, elles nous ont emmenés dans ce lieu pour être un peu plus proche de la nature. Les singes sont tout mignons. Je suis venue voir les singes. Est-ce que ça vous plaît? Oui, ça me plaît. On leur a donné à manger, mais c'est quelque chose qui fait quand même peur. Parce que donner un truc à quelqu'un qui est sorti de la brousse là, tu ne sais pas comment il va réagir, tout et tout, mais bon, c'est passionnant. La première chose qui m'impressionne, c'est approche des humains sans avoir peur. Et vraiment, c'est vraiment très intéressant. Un site touristique qui malheureusement fait l'objet d'agressions depuis quelques années. Un certain nombre de personnes du village de Gbeplu ont cru bon de vendre des parcelles importantes de cette forêt-là. Pour mettre fin à toutes ces menaces, la chefferie du village, les autorités administratives avec à leur tête le préfet des régions Sorokaya Jérôme ont initié diverses actions de sensibilisation des populations riveraines sur le bien fondé de la conservation du site. Des démarches auprès de l'État de Côte d'Ivoire pour des mesures conservatoires ont été également entreprises. Ainsi, en août 2017, le ministère de la Culture et de la Francophonie a pris un arrêté qui inscrit la forêt sacrée de Gbeplu sur la liste de l'inventaire du patrimoine culturel national. Ça veut dire que ce patrimoine appartient maintenant à toute la Côte d'Ivoire. Donc nous devons prendre des mesures pour la protéger, pour protéger cette forêt-là et surtout, empêcher toute dégradation de cette forêt-là. Pour couronner le tout, les mesures conservatoires ont été renforcées par le décret numéro 2020-424 du 29 avril 2020 définissant les modalités de protection des forêts sacrées de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la partie dégradée de la forêt sacrée de Gbeplu est en train d'être restaurée par le reboisement, un véritable soulagement. C'est la deuxième cérémonie de planting d'arbres dans cette forêt. Nous tenons à la préserver. C'est un devoir pour nous de veiller à l'application stricte de ce décret. Il était important pour nous de donner un signal fort à travers cette opération que nous venons de mener pour montrer aux uns et aux autres que cette forêt mérite d'être préservée, mérite d'être protégée, mérite d'être valorisée. Nous allons continuer pour restaurer cette forêt-là. À partir d'aujourd'hui, je vois le préfet, le directeur de Eaux et Forêts, tout le monde. Je leur dis merci. Je suis très content. Pour protéger cette forêt-là, que nous parlons de l'ancêtre, on laisse, que nous aussi on laisse à nos enfants, que nos enfants laissent à leurs enfants. Ce sont au total 1600 plants composés d'essences locales et de fruitiers qui ont été plantés sur la partie dégradée de la forêt afin de renforcer la biodiversité et favoriser l'alimentation naturelle des singes. Les actions vont se poursuivre pour la réhabilitation totale de cette aire protégée. Une clôture et un espace aménagé pour les touristes sont même envisagés. Les différentes populations sont exhortées à respecter l'intégrité du site.